Bien, dans la dernière vidéo, je vous ai donc introduit des grands principes de la physique quantique, qui est ce qu'on appelle le principe d'indétermination. Si je sais où je suis, je ne sais plus à quelle vitesse je me trouve. Si je connais ma vitesse parfaitement, je ne sais plus où je suis. Alors, cette chose-là a été perçue comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'un physicien, lui, ce qu'il veut, c'est mesurer avec la plus grande précision. Et là, il y a quelque chose qui lui dit, ben non, il y a des choses que tu ne peux pas mesurer. Si tu veux mesurer la position, ben, il faut oublier la vitesse. Ça ne sera pas. De même, si tu veux mesurer la vitesse, il faudra oublier la position. Et ça, évidemment, c'est très frustrant par rapport au 19e siècle. Par contre, on va voir que ça a des conséquences, qui, elles, sont extrêmement intéressantes. C'est que, d'une part, ben, tous les problèmes qu'on avait au 19e siècle étaient insolus, vont se résoudre comme ça, comme par magie. Donc c'est vrai que d'un côté ça limite, mais que de l'autre côté, cette limitation fondamentale de la nature va nous permettre de récupérer une physique qui est en accord avec l'expérience. Alors, on entend souvent dire que l'énergie est quantifiée dans la physique quantique, l'énergie est quantifiée. Bon, ceci est faux. La physique quantique, on peut avoir des mouvements qui ne sont pas quantifiés du tout. Par exemple, vous prenez une particule qui est soumise à aucun potentiel, et à ce moment-là, vous pouvez varier de façon, son énergie peut varier de façon purement continue. Donc ce n'est pas l'énergie qui quantifie en physique quantique, c'est une quantité qui est liée à l'énergie, mais qui n'en est pas, c'est l'action. Comme on l'a vu, l'action, c'est le produit d'une masse par une aire que multiplie une fréquence. C'est ça qui est quantifié. C'est ça qui arrive par paquet, quantum d'action. L'énergie, elle s'exprime comme, on l'a vu, une masse que multiplie le carré d'une vitesse. Ça, c'est l'énergie. Et donc, on voit que c'est effectivement lié au quantum d'action de deux façons. Soit je prends une quantité de mouvement qui est le produit d'une masse par une vitesse et je multiplie par une longueur. Soit je prends un moment cinétique qui est une masse que multiplie une vitesse que multiplie donc une longueur et je multiplie par une fréquence. Et à ce moment-là, j'obtiens de nouveau une énergie. Alors, ce qui va quantifier l'énergie, ce n'est pas la physique quantique, mais c'est le potentiel. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la nature des objets qui sont dans ce qu'on appelle des puits de potentiel. Et suivant le puits de potentiel dans lequel se trouve votre objet, eh bien, vous allez avoir une quantification de l'énergie qui est la conséquence de la quantification de l'action. Alors, je vais prendre le cas le plus simple, et puis en plus, ça va nous permettre de faire un lien avec la musique. Donc ça tombe bien. Il y a toute une série de vidéos sur la musique, où on a expliqué qu'une note, c'était une corde qui vibre, par exemple, une onde qui vibre à une certaine fréquence. On peut définir la physique quantique comme la physique de la musique, en fait. C'est la même physique, le même langage qu'on va utiliser. Vous avez ici le langage particulaire. Vous voyez, un objet, il va se déplacer dans ce qu'on appelle un puits de potentiel. Un puits de potentiel, c'est quelque chose qui empêche la molécule ou la particule d'aller n'importe où. C'est des barrières qu'on met pour dire elle peut se déplacer, mais elle ne pourra jamais aller là ou là, parce que là, il y a un mur qui lui empêche de passer. Ça, c'est la vision classique corpusculaire. Qu'est-ce que c'est qu'une vision quantique ondulatoire? Vous remplacez cette boule, elle n'existe plus, vous la remplacez par une vibration, c'est-à-dire quelque chose qui a une sinusoïde. Et l'idée, elle est la même, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller là ou là. Et si je ne veux pas aller là ou là, ça veut dire que cette sinusoïde doit s'annuler sur les points où j'arrive sur les obstacles. Quand j'arrive sur les murs de potentiel, il faut que l'onde s'annule, pour pas qu'elle passe ici. Et ce qui est intéressant avec les ondes, c'est qu'avec les particules, j'ai qu'une possibilité, mais avec les ondes, je peux mettre une oscillation, 2 oscillations, 3 oscillations, 4 oscillations. Je peux mettre un nombre de fois une demi-longueur d'onde, du moment qu'à chaque fois, j'arrive à zéro sur les bords du puits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réalité, mais une infinité de réalités, c'est ce qu'on appelle un spectre de fréquence. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous écrivez une onde, donc une fonction sinus,
une longueur d'onde qui décrit la longueur entre deux maximums de votre onde. Et puis, bah, vous avez la variable x qui dit où je suis, à quel endroit je suis dans mon puits de potentiel. Et puis, bah, vous devez écrire évidemment que lorsque je suis ici, si mon puits de potentiel a une certaine longueur, que j'appelle petit a, bah, il faut que la fonction s'annule sur les points, c'est-à-dire que cette fonction doit passer par 0 lorsque x vaut 0 et a. Ben, vous écrivez la condition que un sinus s'annule lorsque x vaut 0 et a, et vous voyez à ce moment-là que ça marche très bien. C'est que, comme vous imposez ça, eh bien, la fonction sinus est périodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution, mais une infinité de solutions qui sont indexées par un nombre quantique. Et là, il n'y a pas de potentiel, le potentiel, il est infini, donc il est très simple. Ça s'appelle une prison, en gros, la particule ne peut pas sortir. Et comme vous le voyez, eh bien, on trouve une quantification avec une constante qui dépend de la constante de Planck, bien sûr, qui dépend de la masse de la particule, mais qui dépend aussi de la taille de la boîte. C'est inversement proportionnel, donc au carré de la taille de la boîte. Et il y a un nombre entier qui est là, qui est solution de ce problème, qui peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir une énergie qui varie de façon continue, c'est-à-dire en physique classique, on peut mettre n'importe quel niveau, maintenant j'ai une énergie qui peut être là ou là. En aucun cas, on ne peut se trouver là, c'est interdit. On retrouve cette interdiction qui est caractéristique de la physique quantique, et puis ben, on peut calculer après beaucoup de propriétés une fois qu'on connaît ce spectre d'énergie. Alors, le reste est assez simple. En fait, il suffit de changer la boîte. Là, on a pris une boîte rectangulaire, on peut prendre une boîte qui est parabolique, on peut prendre une boîte qui est hyperbolique. Ça s'appelle un noyau atomique, ça s'appelle un atome, une liaison chimique, pardon, et ça s'appelle un atome. Peu importe, on a exactement la même chose. Il faut que la fonction qui décrit l'onde de matière s'annule lorsqu'on arrive sur les bords du potentiel, pour qu'elle ne sorte pas du potentiel. Et à ce moment-là, on va retrouver toujours ce qu'on appelle un spectre de fréquence, un spectre d'énergie, qui par la constante de Planck peut aussi s'assimiler à un spectre de fréquence. Et on va avoir donc des solutions, c'est l'équation de Schrödinger qui nous permet de calculer ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on avait par exemple une variation en n au carré. Là, c'est juste n, et là, c'est 1 sur n au carré. C'est 1 sur n au carré, c'est-à-dire que c'est la forme du potentiel qui dicte quel va être l'effet du nombre quantique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes lois sur un atome, sur une vibration d'une liaison chimique ou sur un noyau atomique. Voilà, donc on voit très bien que dans tous les cas de figure, il y a le quantum d'action qui intervient, c'est-à-dire que si le quantum d'action était nul, eh bien, on pourrait avoir toutes les valeurs de l'énergie qui sont autorisées. Et ça donnerait évidemment la catastrophe ultraviolette qu'avait trouvé Planck, c'est-à-dire une équation de Maxwell, supposer que l'énergie pouvait varier de façon continue, eh bien, ça donne que plus je monte en fréquence, plus la probabilité d'observer un photon est grande, et donc mes mains se mettent à émettre des rayons X et des ultraviolets. Ça ne s'arrive pas, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a ces écarts d'énergie. On ne doit pas prendre toutes les énergies, mais uniquement celles qui sont prévues par la physique quantique. Une autre façon d'exprimer que le monde est quantique, c'est de dire que c'est parce que vous avez ces écarts d'énergie qu'il y a de la couleur. Alors, c'est une expérience que vous pouvez faire, il y a des appareils comme ça s'appelle un spectroscope. Donc, on regarde dans une source lumineuse dans ce tuyau, et vous verrez apparaître des couleurs. Et ces couleurs apparaissent parce que, tout simplement, l'énergie est quantifiée, et que cette quantification, si, encore une fois, le quantum d'action était nul, ben, il n'y aurait pas de couleur dans la nature. Tout serait noir ou blanc. Il n'y aurait pas de couleur. Donc chaque fois que vous voyez une matière qui est colorée, eh bien, vous savez que c'est la physique quantique qui marche et pas la physique classique. Et je vous rappelle, la physique quantique, c'est quoi? Ben, c'est de dire que, bien sûr, j'ai une masse et une vitesse. Mais comme le quantum d'action n'est pas nul,
j'ai une longueur d'onde. C'est-à-dire que le côté ondulatoire ne peut pas être évacué. Il y a des fois où on pourra l'évacuer, on ne regardera que la masse et la vitesse, mais il y a des fois où il faudra vraiment prendre en compte que la matière n'existe pas, c'est une vibration qui a une certaine longueur d'onde spatiale, parce que lorsqu'elle se propage, et donc on retrouve ici le fait que c'est parce que le quantum d'action h n'est pas nul que la longueur d'onde existe. Parce que si je faisais h égale 0, lambda serait nul aussi, je n'aurais pas de comportement ondulatoire. Voilà, je termine en vous montrant quelque chose que j'aime bien. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire oui, l'eau c'est H2O. Alors c'est vrai que quand vous dites l'eau c'est H2O, vous dites effectivement que l'eau c'est une substance qui est formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. On a vu l'expérience de la pile. C'est vrai que si on prend 2 punaises, qu'on met de l'eau salée, et qu'on met sur une pile électrique, on voit bien que l'eau se décompose en hydrogène et en oxygène. Donc la formule H2O, c'est une réalité, mais que donne, à quoi ressemble une molécule d'eau lorsqu'on dit que l'eau, la molécule n'existe pas, que c'est un spectre de fréquence? Voilà l'eau vue comme un spectre de fréquence. C'est-à-dire que vous n'avez pas une forme pour l'eau, mais une infinité de formes. Chaque fois que vous voyez un trait, c'est un état possible de l'eau. Alors par exemple, ici, on a les états électroniques. L'eau, ça peut apparaître comme une boule, ou ça peut apparaître comme 2 haltères qui sont comme ça. L'eau, ça peut aussi apparaître comme quelque chose qui est linéaire. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des états permis de l'eau, et ils ont chacun une énergie caractéristique. Et maintenant, on comprend tous les problèmes qu'on avait, enfin, on les comprend, on les résout très facilement. Par exemple, quand on disait que la capacité calorifique ne pouvait pas utiliser certains modes de vibration. Je vous rappelle que l'eau, on avait 3, hein, le mode comme ça, asymétrique, le mode symétrique et le mode, ce qu'on appelle le cisaillement. Pour ceux qui font du Qigong, ils les connaissent bien. Ce sont les façons qu'ont l'eau à s'agiter. Eh bien, vous voyez, ils sont là. Il y en a un qui a une énergie ici, il y en a un qui a une énergie là, puis il y en a un autre qui a une énergie un peu plus haut. Eh bien, vous voyez, quand je suis ici, dans ce qu'on appelle le quantum de vibration 0, je n'ai accès qu'à une seule vibration. Les autres ont une énergie qui est beaucoup trop grande pour que je puisse me mettre dans ces états-là. Et c'est pour ça qu'il y a 2 vibrations, les vibrations d'étirement, qui sont gelées. Parce que je n'ai pas, en fait, pas assez d'énergie pour les exciter. Par contre, si je monte la température, je vais pouvoir peupler ces niveaux d'énergie, et à ce moment-là, ma capacité calorifique, elle va monter. Parce que maintenant, j'ai le droit d'aller là, et puis si je veux avoir toutes les valeurs qu'on a vues que c'était 9R, eh bien, il va falloir que je monte jusqu'en haut. Et puis, n'oubliez pas que tout est quantifié, c'est-à-dire que là, c'est le mouvement d'électrons, là, c'est la vibration des noyaux, hydrogène et oxygène, et là, vous voyez, si je prends ce noyau fondamental, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un niveau, mais en fait, c'est parce que ma loupe n'est pas suffisante. Si je grossis ici, voilà ce que je vois. Ce sont tous les niveaux de rotation de la molécule d'eau. C'est-à-dire que la molécule d'eau peut tourner là, 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 et ainsi de suite. À chaque niveau de vibration, j'ai un sous-niveau, tout un spectre de rotation. Ce qui fait que quand vous voyez l'eau comme ça, vous devez comprendre que ce n'est pas une substance simple. Quelque chose qui est extrêmement compliqué, et que seule la physique quantique est capable, il va falloir manipuler ce spectre de fréquence pour interpréter les propriétés de l'eau. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut rendre les atomes stables grâce au principe d'indétermination d'Heisenberg.